Salut à tous, bienvenue sur ce petit live, cette première petite pause café. Grégoire avait pu interviewer Bastien Trochon. Cette fois-ci c'est à moi, Stroligno, de présenter Antoine Berlin. Antoine Berlin, je sais pas si vous le connaissez déjà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à le saluer, à lui dire, lui souhaiter la bienvenue. Il va arriver d'un moment à l'autre. Et c'est un coureur vraiment qui a été un exemple pour moi parce que c'est quelqu'un qui travaille un gros travailleur qui est arrivé au vélo en ayant connu des échecs notamment en course à pied et aujourd'hui il est devenu cycliste professionnel du côté de la team cycliste Nice Métropole et l'année prochaine il a arrêté son contrat donc on ne sait pas où il va l'année prochaine, on verra ce qu'il nous en dit, mais en tout cas je suis content de vous voir tous, salut à tous. Salut à tous ceux qui veulent gagner les bidons. Mais en tout cas, le tirage au sort, il est le 10 décembre. Donc vous avez le temps encore de repartager la vidéo pour multiplier vos chances. Merci de suivre tout ça à fond. On est déjà une soixantaine, alors que Antoine Berlin n'est même pas encore là. On a hâte de le venir le voir, enfin qu'il arrive. Et ça me pose des questions sur Zwift. Moi, je fais pas de Zwift pour le moment. Je suis en stage à Malaga, donc c'est le soleil, j'en profite. J'irai sur le home trainer à partir de janvier, mais là, tranquillement. Salut à tous. Ça parle de Axel qui nous demande si on a un sponsor. Non, pour le moment, on n'a pas de sponsor. On vient de débuter, hein, le compte Instagram est tout récent. Bien sûr qu'on cherche et qu'on aimerait être accompagné dans ce projet qui est assez fou et qui prend énormément de temps. Mais donc voilà. Je vais voir. Hop, Antoine Berlin qui m'a demandé. Rentrer. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Salut Antoine. Salut les gars. Ça va la forme? Bah écoute, très bien. Moi ça va. Je suis un petit peu dans l'intersaison. Donc c'est la période sympa pour faire du vélo parce que c'est pas trop difficile les entraînements, mais ça commence à faire froid. Donc le vélo plaisir, il commence un peu à disparaître là. Ouais, je vois un peu tes sorties sur Strava et tes stories Instagram, c'est plutôt la motivation d'aller d'une boulangerie à l'autre que d'aller rouler des heures en zone 2 dans le froid, quoi. Ouais, exact. C'est encore le mois de novembre, c'est le mois des coffee rides et des boulangeries rides. Donc il faut en profiter parce que après les choses sérieuses démarrent à partir du mois de décembre. Donc sérieuses. Donc on commence un peu à refaire un peu le job, on va dire. Ouais, à ramener Encore un peu de rythme. voilà, exactement. Là, on fait un peu du vélo plaisir, on refait les gammes, un peu de la muscu et tout ça. Donc, ouais, non, ça va bien. Mois de Oui, c'est novembre, ça. on tombe tranquille. C'est un terme qui est à la mode aujourd'hui. On parle de réathlétisation après la césure. J'ai vu aussi que tu avais bien profité de la césure. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu veux bien te présenter à toute notre communauté qui te connaît pas forcément ou qui te connaît peut-être mal? Mais en tout cas, je te laisse te présenter et nous expliquer un peu ton parcours. Ça marche. Bah, donc moi je m'appelle Antoine Berlin. Je dis souvent ça, Berlin comme la capitale d'Allemagne, parce que souvent les gens ils entendent Bernard ou un autre nom. Donc du coup voilà, je dis Berlin comme la capitale d'Allemagne ou comme le gars comme la Casa del Papel. Moi je sais que mon nom de famille il n'est pas écorché. Et non, ça c'était pour la petite blague, mais donc sérieusement moi j'ai 33 ans, donc je suis plutôt sur la fin que sur le début, mais à côté de ça comme tu l'as dit, j'ai un profil un peu atypique parce que j'ai démarré le vélo à 28 ans. J'ai notamment, pour la faire un peu courte, mais j'ai démarré le vélo en arrivant chez Amaury Sport Organisation, dont j'ai été salarié pendant 7 ans, de 2015 jusqu'à l'année dernière, décembre 2021. Euh, donc voilà, j'ai démarré le vélo sur le tard. J'ai démarré par des cyclos sportives parce que à ESSO, on organisait l'étape du Tour. Et je m'étais dit que c'était plutôt sympa de la faire parce que, en fait, moi, je suis issu de la course à pied. J'ai fait pas mal de compétitions internationales pour Monaco parce que je suis monégasque. J'ai fait les championnats du monde. J'ai fait d'autres podiums chez les jeunes, notamment sur cross, sur 10 km. Et donc voilà, je suis un peu venu au vélo parce que j'étais tout le temps blessé en course à pied. Je travaillais chez ASO. C'était pas du tout mon sport de cœur à la base. Enfin, je connaissais très peu le vélo et à force de baigner dedans avec l'univers et l'environnement SO et vu que j'étais blessé en course à pied, je me suis dit bah, pourquoi pas te faire des petits entraînements de vélo que j'ai fait en salle de sport. On peut même pas parler de home trainer, mais on parlait sur des vélos de salle de sport et j'ai Des watt préparé bikes. cette. Ouais, c'était même, non, c'était même pas des watt bike. Watt bike, c'est ce que Ah j'ai ouais? chez moi à la maison.
mais c'était des vélos Technogym. Donc, c'était les vélos de mamie. Enfin, Ah oui, la un peu base de la base. la base de la base. Bon, il y avait quand même un peu les watts, mais ils sont pas très précis. Et je me suis mis à en faire tellement, tellement, tellement que parce que j'avais cette optique de retrouver mon niveau en course à pied et que j'en ai fait tellement, tellement, tellement que je me dis bon bah pourquoi pas faire des cyclosportives à SO en organise. Et ma première c'était en 2018 je crois et j'ai fait 2017, non, j'avais vu. comment? C'était pas 2017 l'étape du Tour? Ah si pardon ouais, c'était l'étape 2017 c'était celle à Briançon Isoire je crois qui arrivait à Côte d'Ivoire c'est ça. Oui 2018 c'était on arrivait je sais plus mais oui non 2017 pardon ouais, 2017 et, euh, et j'ai fait un résultat correct là-bas je crois que ouais je fais dixième ouais, dixième et il y avait quelques amateurs enfin quelques élites qui l'avaient fait il y avait Tao Kemere il y avait deux Norvégiens qui sont chez UnoX maintenant qui avaient fait 1 2 3 enfin Tao avait fait deuxième je crois et les deux autres Norvégiens ont fait premier et troisième, il me semble. Et je les connaissais pas du tout à l'époque. Hein. C'est juste après, en revoyant les résultats, que j'avais vu que c'était eux. Et donc, du coup, j'ai eu un peu le déclic ce jour-là parce que je me rappelle d'avoir joué un peu les premières places jusqu'à dans les tout derniers kilomètres et de m'effondrer totalement. Et je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le moment d'essayer un peu de faire du vélo, mais vraiment sans ambition, quoi. Juste pour le plaisir de faire du vélo, de faire des courses tout en gardant mon travail. Mais je raconte souvent ça et c'est rigolo. Mais cette course-là, j'avais encore du poil aux pattes, j'avais des chaussures à scratch, j'avais un vélo, j'avais aucune étude posturale, je ressemblais vraiment à rien sur le vélo, encore plus que maintenant. Et, euh, et du coup, non, et du coup, mais voilà, je me suis pris un peu de passion pour ce sport parce que ça ressemble beaucoup à ce que j'ai connu en course à pied, parce que c'était nouveau, parce que c'était une nouvelle dynamique. Et parce que, voilà, travaillant chez ASO, j'étais vite encouragé aussi par mes collègues qui trouvaient mon parcours un peu sympa et différent, quoi. Donc, voilà. Tu poussais, ouais. Donc voilà, je me suis fait pas mal de cyclosportive et j'ai eu la chance en 2020, ouais, c'était l'année du Covid de 2020, d'être repéré par une petite équipe continentale et dont le manager et le gérant étaient Samy Aurignac. Et en fait, bah, j'ai eu une chance folle parce que voilà, la structure, elle était ce qu'elle était, elle était petite, elle a eu des complications ensuite un petit peu judiciaires, etc. Enfin, avec, parce elle a plus pu obtenir sa licence, mais n'empêche que moi, c'est ce qui m'a permis de mettre un pied dans le milieu pro en faisant des courses professionnelles. Et je prenais aucun risque à accepter en gros cette demande de recrutement parce que je gardais mon boulot à côté et ça changeait pas grand-chose avec ce que j'avais vécu les 2 3 années avant en tant que cyclosport, dans le cyclosport parce que ça me permettait justement de faire des courses pro tout en gardant un métier. Donc c'est comme ça que je suis arrivé un peu dans le milieu pro et voilà, et j'ai pu être recruté par Nice, l'équipe de Nice l'année dernière, et ça m'a permis de vivre du vélo et de pouvoir arrêter entre guillemets mon travail et faire à 100% du vélo parce que le vélo, enfin le cyclisme m'a permis d'y vivre et c'était génial, quoi. Voilà, je voulais faire la version courte, j'ai fait une version semi-longue. Non, mais c'est très intéressant. Comme ça, moi, j'ai moins de boulot. Tu as à peu près tout résumé. Si je devais rebondir un peu sur ce que tu as dit, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Antoine, tu es parti de l'athlétisme où tu as couru à des niveaux internationaux. Tu as même fait un championnat du monde à Berlin d'ailleurs, qui, ça peut être un peu rigolo de se dire ça. Et Ouais, ensuite, Berlin. allô? Non, non, c'était une blague. J'ai dit Berlin à Berlin. Oui, c'est ça, Berlin, j'imagine. Ça a dû te marquer. Et ensuite, tu as pris la direction des États-Unis pour poursuivre un cursus scolaire. D'ailleurs, j'aimerais bien revenir un peu sur ce cursus scolaire. Tu as fait des études qui t'ont emmené vers ASO ou c'est plutôt ton passé de sportif qui t'a emmené chez ASO? Non, non, j'ai pas du tout fait d'études dans le milieu du sport. Moi, donc j'ai fait mon parcours rapidement après le bac. Ouais, j'ai fait un IUT en gestion des entreprises. Et après, comme tu le dis, j'avais eu des bons résultats en course à pied qui m'ont permis d'être démarché par une université américaine. Et là-bas, le système universitaire américain qui s'appelle le système NCAA, c'est génial parce qu'en fait, il permet aux sportifs de s'épanouir à la fois dans le sport pour essayer d'atteindre le plus haut niveau possible, que ce soit professionnel ou le haut niveau, tout en gardant les études. Et ça m'a tout de suite plu. Donc là-bas, j'ai fait un an d'études toujours en business. Et après, je suis revenu terminer mes études en école de commerce à Reims. Ok. Et, et j'allais aussi à Reims parce que l'école était bonne et aussi parce que on avait un bon niveau académique et aussi parce qu'il y avait une bonne structure d'entraînement en course à pied avec le CREPS de Reims. Mais mes études, non, je voulais travailler en finance. Travailler en finance, faire de la gestion de patrimoine ou travailler sur les marchés financiers.
Et comme pas mal d'étudiants, on fait des stages et moi, j'ai pas du tout aimé mes stages. J'ai peut-être pas eu la chance de tomber sur des bons stages en finance, mais j'ai détesté ça. En fait, je trouvais ça nul. Je crois qu'il y avait aucune. Enfin, il y avait vraiment un vrai décalage entre ce que j'étudiais et ce à quoi je m'attendais. Et en fait, à 22-23 ans, j'ai fait une sorte de seconde crise d'adolescence, enfin, dans le sens où je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? À 22 ans, la seule chose qui m'intéressait presque, c'était le sport. Et je venais de terminer mes études. J'avais un dernier stage de fin d'études à faire et en fait, j'ai cherché des boîtes sur Paris, en France, partout dans le monde, même à l'étranger. Et j'ai fait un petit stage de fin d'études chez IMG, qui est une boîte américaine, dans les droits télé, enfin dans la coordination de droits télé. Ça m'a plu, mais vraiment par hasard, je voulais juste mettre un pied dans le milieu du sport. Et à la fin de mon stage, j'ai vu une offre de boulot chez ISO, dans la vente en tant que commercial dans la vente des droits télé. Et je trouvais l'univers cool, quoi. L'univers ISO, il y avait, bon, évidemment, il y avait le Tour de France et toutes les courses vélo qu'on connaît. Mais ce qui me plaisait presque le plus, c'était le fait qu'ils organisent le marathon de Paris et plein de courses sur route, parce que moi, j'étais encore un coureur à ce moment-là. Ils avaient aussi quelques événements de golf, de voile, le Paris-Dakar, donc beaucoup de sports La mécaniques. SO. Ouais, je trouvais l'environnement super sympa. Et c'était en 2015. Mais donc voilà, non, j'ai pas du tout fait des études dans le sport. Et je pense que c'est pas obligatoire pour les personnes qui ont des questions. S'il faut faire des études dans le milieu du sport pour faire du sport, je pense que tant qu'on a la passion et tant qu'on a un parcours entre guillemets qui justifie notre passion pour le sport ou notre envie de travailler dedans, ça suffit quoi. Ça me rassure, je suis moi-même en école de commerce et aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est le sport. Et là, ce qu'on fait, on essaie d'inviter des gars comme toi sur notre petit compte Instagram avec mon frère jumeau pour parler de sport. Et je pense qu'effectivement, ce qui compte avant tout dans ce genre de choses, c'est la passion. Je voulais parler de ce sujet avec toi parce que en fait, j'ai pas mal de questions parce qu'on a une communauté assez jeune et du coup, on a des questions là-dessus. Et aussi, j'ai vu que tu as pas mal de coéquipiers qui te posent des questions. J'ai vu que Edouard t'aurait une petite question. Bonjour Antoine, est-ce que Paris passe à la DSL prochainement? Je vois que ça taquine un peu en commentaire. On voit Bah non, mais bah pour répondre à Edouard, on n'a pas tous la chance de venir de Villefranche-sur-Saône. Malheureusement, à Paris, on est beaucoup moins développé de ce côté-là que vers chez lui. Lui, en plus, il a quand même une chance, c'est que bah, il supporte Saint-Étienne, donc forcément, enfin, il démarre déjà avec une vie vachement plus avantageuse. Nous, à Paris, la Testel n'arrive pas, la connexion n'est pas bonne. Et, mais bon, on a quand même certains appartements, ce qui n'est pas mon cas, on a la chance d'avoir des télévisions, donc voilà, on pense de cette manière-là, quoi. Super. Et je vois qu'il y a une bonne ambiance dans le team Nice Métropole. S'il y avait des gars qui voulaient s'intéresser un peu à l'équipe, allez la rejoindre. J'ai aussi passé un message de Jonathan Coinon qui te demandait lequel de tes coéquipiers allait le plus te manquer l'année prochaine. Des petites questions comme ça sympathiques. Ah, Et, c'est délicat, hein, si on doit faire un classement, j'y ai pas pensé parce que c'est vrai que non, on a une bonne on a eu une bonne ambiance dans le groupe toute l'année. Ils vont me manquer tous, ça c'est sûr. Parce que non, on se régale bien. Après, celui qui me manquera le plus, si je dois en choisir un, c'est vraiment pas facile, hein. C'est difficile. Je réfléchis, j'essaie de repasser les 9 équipiers que j'ai eu. Je peux pas faire de choix. On y reviendra peut-être plus tard. Je vais essayer de réfléchir entre temps. ah ouais, ouais. Ouais, je vois que tu esquives. Je te laisse esquiver pour le moment. On y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, on voit que vraiment, c'était. Enfin, moi, j'ai titré ce passage, du coup, bon, j'ai repris un peu sur ton nom de famille. Le passage réellement donc, tu as fait tes gammes professionnelles chez la team Cambodgia d'abord en 2020, puis après, tu es parti chez Global Six Cycling aux Pays-Bas, où là, tu étais toujours, entre guillemets, en mi-temps. Non, elle était pas aux Pays-Bas, elle était en Nouvelle-Zélande. Pardon, Nouvelle-Zélande, pardon, excuse-moi. Nouvelle-Zélande, oui, effectivement. Excuse-moi. C'est à côté, donc c'est pas grave. Oui, c'est juste à côté, c'est des pays qui ont des frontières, donc je confonds un peu tout le temps. Et, et du coup, en fait, oui, là, c'était réellement ta première année en tant que professionnel à temps plein cycliste. Je À sais Nice. que. Euh, Comment? oui, oui, ma première année, c'était en 2022 à Nice. À Oui, Global Cycling, je travaillais encore à côté chez ASO. Ouais. c'est ça.
Et donc, chez Global Six Cycling, tu avais plutôt des résultats encourageants qui t'ont permis d'atteindre ce niveau complètement professionnel et de pouvoir vivre complètement de ta passion. Et aujourd'hui, cette année, chez Nice Métropole, donc une équipe qui s'est lancée cette année avec toi comme projet, toi comme projet surtout en montagne. Qu'est-ce que tu peux retenir de cette saison qui, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai vu, n'a pas été à la hauteur de ce à quoi tu t'attendais pour les sacrifices que tu as fait en abandonnant notamment ton travail chez ASO? Ouais, non, c'est ça, c'est exactement ça. À titre personnel, pour moi, c'est vraiment une saison mitigée. Même si elle n'est pas catastrophique, j'en attendais beaucoup plus. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné pour moi cette année. Vraiment, sur moi, entre guillemets, si je dois un peu me faire mon autocritique, je pense que dans ma démarche d'être cycliste à plein temps, elle n'a pas été la bonne dans le sens où j'ai voulu trop en faire, que ce soit l'entraînement, que ce soit un peu enfin, essentiellement dans l'entraînement, mais à accumuler des heures d'entraînement comme pas possible en me disant, sous prétexte que bah, je travaillais plus, donc j'avais le temps de plus m'entraîner, donc plus aussi récupérer. Et je pense que j'ai fait 2 stages en altitude qui ont été peut-être un petit peu trop aussi ou mal placés à certains moments de l'année. Donc je pense qu'il y a une sorte d'excès d'engagement qui m'a un petit peu fait défaut d'un point de vue physique, en tout cas sur la première partie ou les deux tiers de la saison. Ouais, Mhm. vraiment, le fait aussi de ne pas être accompagné à l'entraînement, d'être mon propre entraîneur, ça a fonctionné jusqu'à l'année dernière. Mais je vois que j'atteins ma limite. C'est un autre sujet, on en parlera peut-être après. Mais voilà, je pense que. Oula, Antoine, je crois qu'on t'a perdu. Euh, ça, ouais, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, t'es revenu. Ah, non, je disais, ouais, voilà. Donc je disais que dans ma démarche de l'entraînement, j'ai peut-être été j'ai pas fait les bonnes choses. Et aussi, je pense que j'ai pas eu trop de chance sur certaines courses, que ce soit sur le matériel ou des faits de course. Et notamment celle qui comptait le plus pour moi et qui est encore un peu un crève-cœur, les championnats du monde. Ouais, je compte Mais y donc revenir. voilà, donc, euh, donc voilà, j'ai eu des chutes aussi, j'ai eu des crevaisons sur des courses qui me correspondaient, Jura, Besançon, où je pensais avoir des résultats, enfin, où j'espérais avoir des résultats, et j'ai eu des coups de fatigue sur les courses qui me correspondaient aussi, où je n'ai pas ciblé bien mon pic de forme. Et ce qui est bizarre, enfin ce qui est drôle, enfin non, c'est pas drôle, mais ce qui est dommage, c'est que ma meilleure forme, il est arrivé vraiment en toute fin de saison sur des courses qui me correspondaient pas du tout, ou alors où j'ai pas eu de chance au championnat du monde. Et donc voilà, et en fait, on se rend compte qu'une saison, ça, en fait, ça passe à une vitesse grand V, quoi. Mhm. Oui, c'est ça. J'ai Ouais, c'est ce j'ai qui des se appels en cours. passait. Des appels Comment? en cours. J'ai des appels en cours et, parce que je pense que de passer avec toi, la célébrité, je suis très sollicité, donc bon, c'était une blague. Ouais, Mais j'imagine. non, Surtout non, en mais tant que. donc non, voilà, c'est vrai que c'est une saison pour moi où je suis pas satisfait de ma saison. Il y a d'autres choses qui m'ont pas aidé. Voilà, donc d'un point de vue individuel, je suis capable de faire mon autocritique et ça n'a pas fonctionné. Le calendrier n'était pas non plus génial pour moi en Coupe de France. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je resterai pas à Nice l'année prochaine. Et donc voilà, maintenant je vais pouvoir aller de l'avant, changer d'équipe mais bon, ça reste. Il y a pas eu que du négatif non plus cette année. Voilà, on a eu une super ambiance avec les gars au sein du groupe. Vraiment, je suis triste de quitter une bande de copains. Et j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire que du vélo, à prendre soin de mes entraînements, à avoir du temps libre que j'avais pas avant. Donc voilà, ça c'est un peu le côté extra sportif, c'est ce qui est le moins intéressant. Enfin, C'est justement ça qui intéresse les gens, de voir voilà. que. Et du coup, ouais, enfin, c'est ça qui intéresse les gens aussi, de voir que derrière le cycliste qu'on voit, derrière le casque, les lunettes, il y a vraiment une personne avec des sentiments et avec des doutes. Surtout toi qui est venu tard au vélo et qui n'a pas sacrifié une carrière professionnelle, mais qui a mis entre parenthèses une carrière professionnelle toute tracée chez ASO pour vivre pleinement de sa passion. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui, je pense, inspire tout le monde et qui moi-même m'inspire en ayant travaillé sur ton profil. On a écouté d'ailleurs ton Bistro Vélo, on va faire une petite dédicace aux copains de chez Eurosport et qui est vraiment quelque chose enfin, de passionnant. Et c'est justement ça qui fait quelqu'un auquel on peut se comparer parce que voilà, il n'y a rien d'inhumain dans ce que tu as fait. Tu as travaillé comme un dingue pour arriver où t'en es. Et aujourd'hui, tu t'es dit, bah,
Ah, j'ai 32 ans, il me reste peut-être pas beaucoup d'années professionnelles. Bah, c'est peut-être le moment de vivre le rêve que j'ai toujours voulu vivre, quitte à faire des sacrifices. Et on le voit sur le cheval du monde. Bon, pour revenir, tu as défendu les couleurs de Monaco au cheval du monde, car tu es monégasque, hein, je le rappelle à tout le monde. Tu n'étais pas avec l'équipe de France. Et, euh, et donc, voilà, tu arrives, parce que tu en as parlé, mais on n'a pas expliqué l'effet de course. Tu arrives, tu es dans la bonne échappée. Je pense que ça doit être le plus beau jour de ta vie, d'être dans une échappée, je sais pas, du monde. Et malheureusement, on te voit finir sur un vélo d'assistance libre et enfin, ne pas réussir ensuite à finir sur ce vélo et ses problèmes mécaniques qui t'ont rattrapé et qui, je pense, enfin, ont été un fil rouge dans cette saison. Mais tu n'as pas l'air abattu et malgré tout ça, tu as envie de continuer de l'avant et de rebondir. Ouais, non, bien sûr. De toute façon, c'était hors de question. Désolé parce que je lis les commentaires en dessous et ça me fait rire. Du coup, j'ai fait Oui, ma. il y en a plein. Moi aussi, j'essaie de lire, mais c'est galère. Et non, parce que la connexion est mauvaise, peut-être, non? Parce que je vois des remarques. Je sais pas si tu captes très bien quand je parle. Mais en gros, non, sur les championnats du monde, ouais, c'est pour revenir là-dessus, c'était vraiment ma séance de rattrapage après une saison, comme on l'a dit, hein, compliquée. Et voilà, moi, je suis un profil de coureur qui frotte pas trop, qui a du mal un peu, en plus de ça, à me mettre dedans en début de course. Et, euh, et du coup, là, les championnats du monde, c'était vraiment mon objectif, quoi. C'était être dans l'échappée. Et en fait, c'était hors de question qu'elle parte sans moi. Et vraiment, ma course, elle se terminait tant que j'étais dans l'échappée, quoi. Enfin, en gros, enfin, je mettais tout, vraiment tout. Et mon arrivée, elle était quand j'étais dans l'échappée. Et après, l'idée, c'est de voir comment ça se passait, quoi. Et donc voilà, il y a eu une bataille d'à peu près 30, 40, 50 km, je ne me rappelle plus. Et j'arrive à être dans la bonne. Et 2 kilomètres après que ça fasse rideau derrière le peloton, j'ai ce problème mécanique avec mon dérailleur qui ne fonctionne plus. C'est même pas une batterie, hein, c'est un dérailleur à cause de l'usure. Ok. Et donc là, je suis un peu pris de panique, enfin, je sais pas quoi faire et j'attends la voiture Shimano qui me dépanne d'un vélo et je leur demande de le réparer. Le temps qu'ils me prêtent un vélo et en fait ils reviennent vers moi, ils me disent non, le vélo ne fonctionne pas. Donc les images qu'on a pu voir sur Eurosport, c'est en fait moi avec mon vélo Shimano qui était un taille L, sachant que moi je suis une taille XS. Donc avec une hauteur de selle peut-être 8 cm plus haute que mes côtes. Et bref, et du coup j'essayais, parce qu'on avait un vélo au stand et de le récupérer, mais en fait Sans c'était les trop tard. oreillettes. Ouais. Ouais, donc, sans les oreillettes, c'est très compliqué. Il y avait un peu de panique et le temps de le récupérer. Le peloton était déjà parti et à un moment, en fait, au pied de la bosse, j'arrive à récupérer un vélo de rechange qui n'était pas le mien, sur lequel j'étais pas très bien positionné. Et j'arrive au pied de la bosse et c'est les Français, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez peut-être pas, si vous avez regardé la course, mais c'est le moment où les Français ont passé. J'ai vu le peloton s'étirer, s'étirer, s'étirer. La file des voitures a commencé à me doubler dans la bosse avec tous les efforts que j'avais fait, l'ascenseur émotionnel et tout ça. J'ai jamais pu reconnaître le peloton et du coup, c'était enfin, DNF et abandon. Donc, ça a été un peu un ascenseur émotionnel qui a été dur à accepter parce que, voilà, c'est vrai, comme tu le dis, vivre une échappée au championnat du monde pour un coureur de mon profil, c'est peut-être les souvenirs d'une vie parce que l'Australie, loin de la maison, la fierté de courir pour Monaco, énormément de monde au bord des routes, une course que j'avais vraiment, vraiment préparée avec des entraînements spécifiques à cette course-là. Et puis au-delà de ça, l'expérience elle-même de vivre une échappée où tu te fais reprendre par Remco, quoi. C'était ça mon crève-cœur, c'était de me dire qu'est-ce que ça aurait été de. Enfin, j'aurais évidemment pas gagné ni fait de top 10, mais la sensation de te dire tu te fais reprendre par un groupe où tu as Remco Evenepoel, Van Aert, et tu te fais évidemment reprendre par tous les cadors les uns à la suite des autres, mais qu'est-ce que ça fait d'être dans la roue au bout de 5 heures, au bout de 6 heures, comment j'aurais réagi, qu'est-ce que ça aurait donné? On ne le saura jamais, c'est plus ça mon regret. Mais à côté de ça, bon, bah voilà, je peux que voir le positif d'avoir la chance de participer à un championnat du monde, la chance d'être monégasque, ce qui me permet d'avoir cette sélection, ce qui ne serait évidemment pas le cas si j'étais français ou une autre nationalité, d'une grande nation. Donc voilà, il faut essayer de rester positif dans ces moments-là parce que sinon tu t'anéantis, quoi. Ouais, mais je vois, j'avais vu passer ton post Instagram suite à Si je passe du monde où tu finissais par, mais en attendant, je termine d'écouler les dernières larmes de mon corps qui me restent. Et du coup, c'est peut-être en écoulant toutes ces larmes que tu arrives à être affûté toute l'année, parce que j'ai vu une question qui demandait comment Antoine Bernard arrive à être affûté toute l'année, en fait. C'est quoi ton secret?
Mais alors ça, c'est une fake news. C'est une vraie fake news, le gars qui a écrit ça. J'ai pas vu qui a écrit ça, mais C'est clairement, il… un pote, un athlète qui est François Barret. Ah, Thomas Barrère, bah, c'est celui qui parle. On parle d'un mec là, pour les gars qui connaissent un peu la course à pied, on parle d'un mec qui a couru 27 minutes sur 10 bornes et qui, lui, est le gars le plus affûté que je connaisse. Il doit faire 60 kilos pour 1m80. Sans être anorexique en plus. Ah ouais? Non, Ah, non, mais ok. François, on s'est connu à Reims. C'est un super mec, un très grand coureur aussi. Et donc, en fait, il me dit ça, mais c'est pas vrai parce que les gens qui me connaissent bien savent que j'ai un bon coup de fourchette et en hors saison, je me fais plaisir et je suis clairement pas affûté toute l'année. Donc, c'est fake news total. C'est faux. Notamment les cookies, si j'ai bien compris. J'ai aussi vu passer un commentaire qui me disait que Antoine Barret aimait beaucoup les cookies. Mais ouais, c'est une mauvaise addiction. C'est un péché pas très mignon quand on est sportif. Donc, quand on prétend être cycliste professionnel, c'est pas top. Donc, j'essaie de réduire la consommation. Surtout que je me suis rapproché d'un nutritionniste récemment et il m'a clairement fait comprendre que c'était la pire des choses à manger quand on veut avoir un corps qui fonctionne bien. Ok. Ok, bah c'est cool que tu parles de ton nutritionniste, parce que tu parlais que cette année encore, tu t'entraînais tout seul. Et du coup, je pense que ça pourrait être intéressant bah, voilà, de savoir comment tu faisais jusque-là pour planifier tes entraînements. Tu te renseignais toi-même ou tu faisais ça un peu, ah, aujourd'hui je vais faire de la force, ce que je pense pas. Et qu'est-ce que ça fait de t'entraîner, de te professionnaliser avec un nutritionniste. Et je pense que l'année prochaine, du coup, dans ta future équipe, un entraîneur personnel. Ouais, ouais, bah, l'idée, voilà, cette année, c'est vraiment d'optimiser tout. L'année dernière, j'avais encore un mode de fonctionnement un peu autonome, sans me rapprocher d'un nutritionniste, pas d'entraîneur, pas de préparateur mental. L'idée cette année, c'est vraiment de mettre toutes les chances de mon côté pour réussir, parce que voilà, je suis plus tout jeune, parce que je veux vraiment regarder ma carrière derrière et ne pas avoir de regrets. Donc voilà, là, je me suis rapproché d'un nutritionniste. Je vais très prochainement, enfin, je l'espère, aussi avoir un entraîneur qui va un peu structurer mon entraînement. Et sur la prépa mentale aussi, bon, ça reviendra dans un second volet pour voir un peu déjà comment ça fonctionne, surtout mettre en place pour vraiment éviter tout le stress qui peut être inutile avant une course et le transformer en bon stress. Et puis voilà, ouais, parce que c'est vrai que moi, dans mon mode de fonctionnement jusqu'à présent, j'étais un peu une sorte d'autodidacte de l'entraînement. Je me suis énormément renseigné voilà, aussi dans la science de l'entraînement, mais n'empêche que c'est pas ma formation. J'ai pas de regard non plus sur mon entraînement, ce qui pouvait être, je peux avoir des indicateurs que je voyais pas sur le surentraînement ou à des périodes où je faisais pas forcément ce qu'il fallait. Et ça, voilà, j'ai bien pris conscience cette année que ça avait atteint ses limites, ça avait fonctionné jusqu'à présent à mon petit niveau, mais quand on a 30 à 40 ou 50 jours de course, à un moment, il faut structurer tout ça et avoir un expert. Il y a des entraîneurs qui sont experts pour ça, ce qui n'est pas mon cas. Donc ça fonctionnait encore quand je faisais des cyclos ou quand j'avais 20, 25 ou 30 jours de course. Mais maintenant, ça a atteint sa limite et j'en ai conscience. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que je veux progresser de ce côté-là. Ouais. Ouais, c'est quelque chose d'intéressant. Tu parles de science de l'entraînement, science du cyclisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les données qu'on a, les watts, enfin même la fréquence cardiaque, mais aujourd'hui vraiment surtout les watts, c'est quelque chose qui est essentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, tout bon cyclisme se connaît. Moi, je pense à l'année dernière quand Van Der Poel il revient en début de saison sans s'être entraîné après son burn-out de saison de cyclocross et que en un mois et demi de préparation, très très ciblé pour gagner cette course. Il remporte, je crois que c'était le Tour des Flandres et je trouve ça magnifique. Et donc, Ouais, mais tu vois, justement, sur Van Der Poel, c'est un cas intéressant parce que il gagne le Tour des Flandres, mais surtout, sa première course de reprise, après très peu d'entraînement, il fait deuxième, ou je sais plus, enfin, il joue la gagne à Milan-San Remo. Je sais plus ouais, combien il joue la gagne à Milan-San Remo, il fait un chef-d'œuvre. Et je crois même la course d'avant, c'est à Tirreno Adriatico, ou ouais, je crois que c'est Tirreno Adriatico, où pareil, c'est assez stratosphérique ce qu'il fait, parce que justement, je pense qu'il a pu mettre suffisamment de spécifiques pour arriver en forme au bon moment, mais il l'a payé derrière sur l'enchaînement Giro ouais, Tour. on l'a vu. Je pense que son absence d'endurance de base, qui est ce qu'on fait en ce moment, nous, les cyclistes pro, mois de novembre, décembre, où on refait les fondamentaux, voilà, on refait les bases de la pyramide. C'est ce qui lui a manqué, toute cette approche peut-être foncière, pour vraiment tenir toute une saison. Et il fait une fin de saison qui est pas très bonne. Bon, après, il a des blessures aussi, je crois,
mais un peu une sorte de surfatigue parce que il n'avait pas tous les fondamentaux pour pouvoir tenir toute la saison. Donc voilà, ça a tenu sur les premières courses parce que c'est quelqu'un qui a des qualités hors normes. Mais à un moment, l'endurance, on peut pas l'avoir sans la travailler. Donc ouais, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça lui a joué défaut. D'ailleurs, je crois que son travail il est ouvert. Je pense qu'il met tout dessus. Ouais, il met les watts, il met les watts. Il met les watts. N'allez pas voir, sinon vous allez vous suicider. Non, mais faut pas les voir, hein, parce que sinon c'est un coup à se décourager du vélo à vie. Mais je crois qu'il a pas si on compare aux autres gros coureurs World Tour, il n'a pas un capital kilométrique très très important. Non, Il est non, même cette année, il n'a pas beaucoup roulé, non. Ouais, je sais pas Ah, en tête, mais je crois qu'il doit avoir 25, 26, quand les autres en ont 35. Hein. Remco, il va finir la saison avec 35, voire 40, ouais. 40 peut-être 40, mais entre 35, autour des 35 000 par an. Donc, ce qui est plus ou moins maintenant ce que font les très gros coureurs du top niveau mondial. Ouais, 35 000 km, Remco, je crois, et 32 000 en dehors du peloton en échappé tout seul. Mm. Si mes stats est bonne. Il y a les copains de Men in Black de Men in Bike qui te passent le bonjour. Qui Ouais, nous ont dit tout à l'heure que le plus beau jour de leur vie, c'était quand tu étais venu les checker après le bus et qui m'ont corrigé, c'est troisième de Sanremo Van Der Poel. ah, troisième match, ouais, c'est deux mai. Ouais, ils ont raison de corriger. Mais ouais, non, ils sont cool, les Man in Back. On avait fait une petite interview avec eux aussi, très sympa, les gars. J'étais très content de les revoir au départ de Paris Tour. Ils étaient surpris de voir que je me rappelais d'eux, mais évidemment que je me rappelle d'eux. J'ai quand même une certaine mémoire qui n'est pas non plus photographique, mais non, c'était très sympa. Ça fait toujours plaisir d'avoir des jeunes qui encouragent, qui nous encouragent. Hein. On n'est pas, on est... Alors moi, je suis pas au plus haut niveau du cyclisme mondial, mais il faut pas croire qu'on est insensible à ça. Au contraire, il y en a peut-être que ça peut agacer, mais c'est vrai que d'avoir des encouragements, d'avoir des jeunes qui nous suivent un peu sur le parcours, c'est toujours agréable et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de reconnaissance. Ouais. Bah, c'est l'essence même du cyclisme, ce sport très très populaire sur route ouverte où justement Mm. n'importe qui peut venir voir les coureurs passer. Alors parfois, il y a beaucoup de vélo X, donc des personnes qui ne connaissent pas beaucoup et qui vont voir parce que c'est populaire, parce que c'est gratuit, parce que c'est, bon, par exemple, le Tour de France. Mais il y a aussi beaucoup de connaisseurs et qu'on voit un peu moins, qu'on voit plus en Belgique, je crois. Ouais. Et donc voilà, Men in Bike te remercie. Mais donc, je pense que c'est justement important important de cultiver cela sans devenir trop intrusif dans la vie de chacun. Mais Mhm. je voulais rebondir sur un truc que tu as dit. Tu as parlé que tu étais un cycliste professionnel, mais pas au plus haut niveau professionnel. J'ai vu que tu as passé tes vacances à la UAE au Qatar. Est-ce qu'on peut te voir à la UAE? Est-ce qu'on peut te voir l'année prochaine emmené par Pogacar dans un col ou pas du tout? Non, c'est pas ça Non, ton fort. je suis désolé de vous décevoir, mais ça n'arrivera pas. Ouais, Ah, j'ai passé mes vacances à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, ce qui n'est pas le Qatar. Hein. Voilà, ah, parce que c'est très différent. Là, on entend beaucoup de choses sur le Qatar qui sont hmm. certaines vraies, certaines fausses. Mais non, Dubaï, c'est très sympa pour passer des vacances. J'ai ma petite sœur qui y vit, j'ai ma grande sœur qui y a vécu pendant 7 ans. Donc, c'est toujours super sympa d'y aller là-bas. Vraiment, c'est des vacances faciles, c'est tranquille, on mange bien, il fait beau, il y a des beaux hôtels, il y a des activités sympas. Et puis, ça m'a permis de passer du temps avec ma sœur, donc c'était génial. Mais non, j'ai eu quelques messages de personnes, je pense pas que ce soit sérieux, mais des personnes qui pensaient que j'allais signer à UAE ou en tout cas qui me faisaient la remarque. Et je suis désolé de tous vous décevoir, mais non, ce ne sera pas à UAE où j'irai l'année prochaine. Ah, Euh, sûrement pour 2024, mais pas l'année prochaine en tout cas. voilà, c'est ça, le temps de prendre encore un peu en maturité avant d'y aller. Je pense que demain, on va faire les gros titres de l'équipe. Antoine Berlin ne signera pas la UAE, mais, mais du coup, sans en dévoiler trop, c'est quoi le futur d'Antoine Berlin dans le monde professionnel? Je pense que t'as pas, enfin, d'après ton discours, tu es loin d'avoir dit ton dernier mot. Alors, C'est où et tu veux. je vais rajouter du suspense pendant 10 secondes parce que je vais juste aller prendre mon chargeur de téléphone portable parce que j'ai peur qu'on perde la batterie et sinon il n'y aura même pas de réponse. Donc, si C'est un ça, peu si le gel du ça- téléphone, je te laisse le charger, le remettre et nous donner un peu cette là, petite. je vais le mettre en. Hop, comme ça, je vais le prendre comme ça. Ouais, c'est bon, ça charge. Parfait. Donc, ouais, donc non, l'année prochaine, je serai encore cycliste pro. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai j'ai signé un contrat avec une nouvelle équipe. Donc, ça, c'est cool pour moi. Aujourd'hui, l'équipe me demande encore de ne pas le dire aux médias ou de ne pas le donner publiquement parce que ils m'ont pas donné la raison, mais je pense qu'ils veulent eux-mêmes faire une déclaration Oui, oui. sur leurs réseaux sociaux
des nouvelles recrues. Je sais les nouvelles recrues qui seront avec moi aussi, qui sont des bons coureurs. Et donc, du coup, voilà, ce sera pas, ce sera les deux seules choses que je peux dire, c'est que ce sera une équipe avec un calendrier de course montagneux et donc qui devrait me convenir. Et ce n'est pas un véritable indice, mais la deuxième chose, c'est que c'est une équipe qui a pour habitude de bien courir et qui a gagné des courses dans l'année dernière ou les années précédentes. Donc voilà, c'est un projet qui me plaît. C'est une équipe qui est là, qui est implantée dans le milieu du vélo depuis des années. C'est pas une équipe pour le Tour, évidemment, mais voilà, c'est une équipe qui correspond en tout cas à mon profil de coureur, à mes attentes. Et voilà, je suis impatient de démarrer et de pouvoir en dire plus quand j'aurai la permission, entre guillemets. Ben, on va suivre ça de très près, on va pas plus creuser, on va pas te mettre déjà dans mauvais terme avec ton équipe. De toute Euh, façon, j'en dirai pas plus, donc ça servira à rien de me poser plus de c'est petites ça. questions. On a eu déjà des très bons détectives en commentaire qui cherchaient ton futur club. Je pensais pas que c'est là qu'on parle justement de ceux d'intrusion. Il y en a qui sont allés voir jusque même le vélo que tu as utilisé ce week-end sur l'événement à Monaco, des petites choses comme ça. Mais en tout cas, Ce qu'il faut savoir, c'est que le vélo que j'ai eu à Monaco, qui n'était pas le vélo de l'équipe que j'ai maintenant, parce que j'ai rendu mon vélo à Nice, ce qui est normal en fin de saison pour que l'équipe puisse les revendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les équipes la plupart des équipes changent de marque de vélo d'une année à l'autre, donc c'est difficile de se baser sur le passé pour savoir quelle sera ma prochaine marque. c'est ça. Il y a Edouard, ton ancien coéquipier de Nice, qui dit tu vas rejoindre la team Granola Cookie, donc une nouvelle équipe, voir le tour peut-être. Pas sûr qu'ils soient bons en montagne, parce qu'à mon avis, ils sont Non, pas. non, ils sont pas très bons en montagne et c'était en discussion avec eux, mais finalement, ça s'est pas fait. Ah, dommage. On s'est pas convenu sur la dotation. On s'est pas entendu. Donc, bah, c'est un peu triste tout ça. Alors, nous, on aurait bien aimé te voir. En plus, je pense que les maillots nous auraient plu. Moi, je l'aurais acheté et j'aurais été le fan club numéro un. Tant pis pour toi. Hmm. Mais en tout cas, est-ce que pour conclure cette petite interview, c'était déjà bientôt 40 minutes qu'on est ensemble, j'ai pas envie de te retenir plus longtemps. Est-ce que tu aurais une petite anecdote, alors c'est pas du tout préparé, mais quelque chose à nous raconter sur ton année 2022, ton meilleur moment vécu via une anecdote ou via un souvenir émotionnel et Ah, ce tu serait me, tu me poses une colle là, mais j'ai vécu des beaux moments, que ce soit en course ou à l'entraînement. Euh, c'est, c'est difficile à dire parce que j'en ai pas un marquant, mais c'est vrai que je vais pas revenir là-dessus, mais les championnats du monde, c'était extraordinaire. Pouvoir vivre ça en tant que coureur, je le souhaite à tout le monde parce que pouvoir faire des compétitions internationales de ce niveau-là, il y avait une ferveur qui était extraordinaire. Moi, ça m'a permis, à côté de ça, de découvrir l'Australie parce que j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Donc le vélo, pour ça, c'est génial parce qu'on n'a jamais l'occasion de. Enfin, pour moi, on ne peut pas visiter mieux un pays qu'en vélo, en fait. À moins de sillonner la route en voiture lorsqu'on s'entraîne. Et moi, j'essaie justement d'adapter mes parcours pour faire un peu le touriste, il faut le dire. Après, je Oui, oui, m'entraînais oui. dur quand même, hein, et ça, c'était une expérience qui était extraordinaire, avec évidemment cette ligne de conduite d'avoir la course à la fin de la semaine. Et c'était un super moment pour moi, en plus de le partager avec la délégation de Monaco, c'était top. Et puis c'est toujours une immense fierté de courir pour un pays, donc c'est un super souvenir, malgré le résultat qui n'était pas là. C'était mes premiers championnats Mais du c'est monde. aussi Il manquait les émotions que ça apporte. C'est ça le sport. exactement. Ouais. C'est pas que. Il manquait juste mon compatriote Victor Langelotti Ouais, et qui était blessé parce qu'il s'est pris une belle petite chute à la Vuelta. aïe. Et donc c'était juste ça un peu C'était dommage parce qu'on aurait bien rigolé, on s'entend très bien avec Victor, on est très Ouais, mais copains d'ailleurs, et mm. Victor qui nous dit dans les commentaires, t'inquiète pas pour lui, il aime beaucoup parler, donc c'est moi qui voulais raccourcir la. Il a parfaitement raison. D'ailleurs, le pauvre, quand on roule tous les deux, mais ça, c'est plus ou moins la majorité avec des gens avec qui je roule, c'est 80% de paroles d'Antoine Berlin et 20% Victor Langelotti. Donc, C'est il ça. écoute ce que j'ai à dire. Mais c'est vrai que je suis un peu un moulin à parole. C'est un peu cette réputation que j'ai là, que j'ai dans le milieu du vélo, c'est que je suis Oula. un peu bavard. Ok, en gros, faut essayer de te mettre à bloc et comme ça tu parleras moins en fait. Ouais, C'est ça. exactement. Je Et vais, je ouais, vais- c'est un peu la bonne technique, ouais.
Ok, génial. Je le note et je le dirai aux gars, aux autres pros que je vois. Si vous avez dans une échappatoire de Berlin qui fait que piailler, vous le mettez à bloc, il parlera à moi. Ouais, voilà. Ou alors sinon, vous me dites juste d'arrêter de parler et je peux arrêter de parler aussi, hein. Je mets mes écouteurs, je mets la musique et ça fonctionne aussi, hein. Mais bon, Mais surtout, on roulera plus ensemble la fois d'après, par contre. ah non, c'est mort. Et du coup, il n'y aura plus de cookies à la pause, donc il faut faire des choix. Non, ce sera terminé de ça. Bon, bah, merci beaucoup, Antoine. On n'a pas eu le temps d'aborder la berlinade. Dernier mot avant de terminer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la berlinade? Parce que tu es en train de créer un mème, en fait, tu es en train de créer un truc autour de ça. Et tout le monde, bah, dans la petite vidéo de présentation qu'on a fait de toi, il y avait la petite question. Et il y a pas mal de gens qui m'ont dit, mais c'est quoi une berlinade? Et du coup, je leur ai dit, rendez-vous mardi soir pour le savoir. Donc, c'est quoi la berlinade? En fait, la berlinade, c'est moi qui ai autoproclamé ça. Et c'est un entraînement que j'avais pour habitude de faire jusqu'à très récemment, quand je préparais les cyclosportives ou quand j'ai préparé des courses très montagneuses comme le Tour de Savoie-Mont-Blanc ou la Mercantour Classique des Alpes ou le Mont Ventoux. C'est un entraînement qui est assez dur psychologiquement et physiquement surtout, qui consiste à aller monter des cols dans l'arrière-pays niçois pendant 5 à 6 heures. Donc généralement, on se rapproche des 200 km avec 4 à 5 000 de dénivelé. Et cet entraînement-là, je l'ai fait chaque année comme un test de la forme, un test de l'endurance, un test de la condition physique. Donc je monte 4 ou 5 cols, plus ou moins à fond. Et je termine tout le temps par le col de la Madone au bout de 6 heures d'effort. Et je me teste là-dedans, je teste mes watts, je teste mes chronos pour voir comment je réagis un peu comment je réagis un peu à l'entraînement et voir où est-ce que j'en suis. Je le fais souvent 10 jours ou une semaine. C'est un entraînement qui m'a pas mal réussi, en tout cas, qui m'a fait du bien psychologiquement jusqu'à l'année dernière, notamment sur le Savoie-Mont-Blanc, qui est peut-être une de mes meilleures courses, Ouais, mais donc qui tu est très termines très dur huitième. parce que. Tu Comment? termines huitième. Tu termines Huitième, ouais, huitième, c'est c'est ça, ça? ouais. Huitième. Mais voilà, c'est aussi un entraînement où on puise énormément dans le mental et dans le physique, que j'ai pas beaucoup fait cette année parce que justement, on a eu pas mal de courses qui correspondaient moins. Mais voilà, en gros, c'est 4 à 5 000, presque 5 000 mètres de dénivelé sur 6 à 7 heures, avec quasiment tous les cols au seuil plus. Et le dernier, le col de la Madone, le plus beau, qui est mon col favori de la Le cœur. région, qui est le plus mythique, à fond, à fond, à fond. Et voilà. Et presque. Et on arrive en haut, on est presque au bord de l'évanouissement. Mais non, j'exagère. Mais voilà, c'est vraiment dur. C'est pas très intelligent comme entraînement. Mais c'est ce que j'ai eu pour habitude de faire. Et je suis pas sûr d'en refaire beaucoup comme ça parce que si je prends un entraîneur, je sais pas s'il me le donnera. S'il me donne des entraînements comme ça, je serai le plus heureux du monde. Parce que j'aime bien les gens qui me connaissent, qui sont entraînés avec moi, ils savent que je suis un peu taré de ce côté-là. J'aime bien aller très loin dans l'effort et me mettre un peu la misère, comme on dit. Mais bon, voilà, il faut savoir aussi récupérer. Le vélo, c'est pas que. Ça, c'est un peu une approche, on va dire, un peu pas de cyclo, mais qui est peut-être pas très idéale dans l'optimisation. Donc, on verra si je serai amené à en refaire. Mais ce qui est sûr, c'est que si un jour je termine ma carrière, je terminerai avec un entraînement comme ça. Ça, c'est certain. En tout cas, c'est le genre de sortie qu'il faut faire avec toi, parce qu'à mon avis, tu dois pas beaucoup parler pendant la sortie, quoi. C'était tout le temps en bloc. Ah ben, il n'y a personne qui veut la faire avec moi, celle-là. À chaque fois que je demande à des copains, personne, il y a jamais. C'est vrai, hein, c'est une blague, c'est pas une blague, hein. Ah ouais? J'ai dû le faire 5-6 fois. Enfin, chaque année, j'en fais un ou deux des entraînements comme ça. Et à chaque fois que j'ai proposé, jamais personne. Si une fois, j'avais eu quelqu'un qui était venu, mais il avait fait 2 heures, il avait fait demi-tour. Parce qu'il en Deux avait heures marre de déjà, en lingerie fait. maison. Mais D'accord. non, c'est un peu un truc de taré. Mais voilà, moi j'aime bien un peu aller défier le mental comme ça. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je me suis mis au vélo parce que je trouve que c'est vraiment le sport où tu vas chercher loin dans le mental et moi c'est tout ce que j'aime ça. Et Donc ouais, c'est un lien que tu trouves avec la course à pied, où vraiment ce ouais, dépassement de soi, ces efforts longs au seuil, c'est des bien efforts sûr. que tu aimes et que tu retrouves dans le vélo ou dans le demi-fond, ce que tu faisais. Ouais. Du coup, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir accepté notre invitation et répondu à toutes nos questions. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie et qu'on se reverra bientôt sur une course de 3 semaines, pourquoi pas, sur une étape. En tout cas, si tu en fais une, on fera une pancarte, c'est promis. Ah bah c'est adorable. En tout cas, merci les gars pour le soutien, merci pour l'interview et bah, c'était super cool. Je passe un bon moment aussi et puis bah écoute, on se dit à très vite, on se tient au courant et puis on verra. J'espère très rapidement pouvoir vous donner plus de nouvelles sur l'officialisation de l'équipe.
On va suivre ça. Bah, n'hésite pas à nous contacter si tu veux qu'on te fasse une petite présentation en direct sur notre compte Instagram, en exclusivité ou ce que tu veux. Nous, on sera ravis de le faire pour toi si tu as envie. Merci, c'est gentil. Allez, Allez, bonne à soirée à plus tous. Antoine. Ciao Merci les gars. beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Ciao à tous.